Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des extraits d'un livre un peu particulier. Oui, un livre interview, La liberté manifeste de Stéphane Jairès. Exactement. Et notre but, c'est de creuser un peu une vision spécifique de la liberté, celle qu'on appelle souvent libertarienne. C'est ça. Un concept qui peut sembler simple au premier abord, mais qui est en fait assez nuancé. Tout à fait. Alors pour commencer, Gérès, il écarte d'emblée une idée assez répandue, non? Oui, l'idée de la liberté comme licence absolue. C'est ça. Comme si être libre, c'était pouvoir faire absolument tout ce qui nous passe par la tête. Un peu comme Robinson Crusoe sur son île avant vendredi. Voilà. Même défier les lois de la physique si ça lui chantait. Gérès dit que ça, c'est un fantasme. Complètement. Et c'est intéressant qu'il commence par là. Pourquoi d'après toi? En fait, ça permet de poser le cadre tout de suite. Pour Gers et la pensée qu'il expose, la vraie question de la liberté, elle n'émerge pas quand on est seul. Ah oui. C'est l'arrivée de l'autre, l'arrivée de vendredi, qui change tout. Donc, tant qu'on est seul, on a une capacité d'agir, ok. Mais la liberté, le concept social, politique, Il apparaît avec l'interaction, avec la nécessité de coexister en fait. je vois. Sans l'autre, pas besoin de se poser la question des limites, c'est un peu ça. Hmm. La liberté devient une affaire de relation. Exactement. On passe du «je peux faire ça» à la question «ai-je le droit de faire ça vis-à-vis de l'autre?» D'accord. La liberté dans cette optique, c'est un droit d'agir. Et ce droit doit être, d'une façon ou d'une autre, reconnu mutuellement. Donc pas de liberté hors de la société si on suit ce raisonnement. C'est l'idée fondamentale ici. C'est un concept social. Ça me rappelle cette phrase hyper connue de «la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres». On a l'impression que ça colle bien avec l'idée de réciprocité. Oui, ça souligne bien la symétrie. Ma liberté, ta liberté, elles sont liées. Mais Guerres, enfin, la pensée qu'il rapporte, trouve ça insuffisant, c'est ça? Oui, parce que, d'accord pour la symétrie, mais ça ne me dit pas où exactement se situe la limite. Ah, je vois. Ça décrit une caractéristique de la liberté, sa réciprocité, mais ça ne définit pas son contenu. C'est un peu une définition circulaire, quoi. La liberté s'arrête là où commence la liberté. Oui, d'accord. Ça n'aide pas à savoir ce qu'on a le droit de faire concrètement. Exactement. Où est la frontière? Sur quoi elle porte? Ok. Alors, comment cette perspective libertarienne, celle que Guerres attribue notamment à Murray Rothbard, propose de sortir de ce cercle vicieux? En reliant très très fortement la liberté à d'autres concepts. Le droit naturel et surtout, La propriété. la propriété. Oui. La définition clé qui est avancée, c'est quelque chose comme la liberté, c'est le droit de faire ce qu'on désire de ceux dont on a la propriété. Ah oui, c'est direct comme lien. Très direct. Le quart du truc, c'est ce lien vraiment indissociable. Être libre, c'est pouvoir disposer de ce qui nous appartient. Et ça commence par quoi, cette propriété? Par soi-même, la propriété de son propre corps. Et ensuite, par extension, les biens qu'on a acquis légitimement. D'accord. Ça donne un côté très concret, presque juridique, à la liberté. Moins abstrait. C'est tout à fait l'idée. Ancrer la liberté dans quelque chose de définissable, de défendable. La propriété comme périmètre de l'individu. Ça permet de tracer des limites claires, selon eux. Voilà. Et Gers, dans l'interview, il ajoute une autre dimension un peu plus dynamique, on pourrait dire. Ah oui? Laquelle? Il souligne que ce droit de propriété, et donc la liberté qui va avec, ça se négocie entre les hommes. Se négocie. Oui, la liberté mutuelle, ce n'est pas juste un état de fait qui découle de la propriété. Ça s'établit activement Comment? par la négociation, l'échange et surtout, c'est crucial, par le libre consentement. Donc pas de contrainte. Exactement. S'il y a contrainte dans l'interaction, il n'y a pas de véritable liberté mutuelle selon cette vision. Ok, donc on a les bibères, la propriété comme base, et la négociation volontaire comme mécanisme d'ajustement. Ça forme un tout assez cohérent, non? C'est le but, oui. Essayer de rendre la liberté moins éthérée, moins philosophique et plus ancrée dans le réel. En la liant au droit et à l'économie, en quelque sorte. C'est ça. On a la liberté, le droit, via la propriété, la justice qui la garantit, et l'économie, l'action, la négociation, l'échange. Et la propriété serait un peu la clé de voûte qui relie tout ça. Bon, alors si on essaie de résumer l'essentiel de cette perspective présentée par Garès, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Qu'est-ce qui la rend si particulière? Je dirais que c'est vraiment cette tentative de rendre la liberté quasi opérationnelle, défendable, mesurable même, via le droit de propriété. Donc ce n'est plus le fantasme de Robinson. Non, ni juste une vague capacité d'agir. C'est un droit concret. Le droit d'utiliser ce qui nous appartient légitimement.
Et ce droit, il prend son sens dans l'interaction volontaire. Voilà. Ça déplace un peu le débat du philosophique pur vers le juridique et l'économique. Une vision qui se veut donc très ancrée dans les relations humaines concrètes et les possessions. C'est l'idée. Et ça ouvre d'ailleurs une piste de réflexion assez intéressante, je trouve. Ah oui? Laquelle? Si tout repose si fort sur le droit de propriété et sa négociation, comment ce cadre aborde les situations où la propriété elle-même est compliquée? Compliqué comment? Quand elle est floue, ou contestée historiquement, ou quand sa légitimité même n'est pas acceptée par tout le monde. Je vois. Qu'est-ce qui se passe pour la négociation à libre et consentie si le point de départ qui possède quoi est légitime et lui-même source de conflits profonds? Effectivement, ça laisse matière à réfléchir sur les limites ou les angles morts de cette approche. Voilà. Une question qui reste ouverte.